Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 20 septembre 2024 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure de réouvrir notre édition, notre émission consacrée à l'actualité des crypto-monnaies avec nos deux invités qui sont en plateau et notamment Nathalie Janson que je vous présente plus. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup Nathalie d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes professeure à Neoma Business School, spécialiste des questions de politique monétaire et également des questions relatives à la crypto-monnaie. Et pour vous accompagner aujourd'hui sur le plateau TV Finance, je suis accompagné, et c'est un plaisir, par Thibaut Boutrou. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Merci beaucoup Thibaut d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, Thibaut, vous êtes CEO et cofondateur de Meria. Rapidement, en quelques mots, Meria, qu'est-ce que c'est ? Ouais, Meria, alors pour faire très simple, une plateforme d'investissement qui est enregistrée en tant que PSAN en France, donc qui est régulée en France et qui donc propose des solutions d'investissement spécialisées dans les cryptos à destination des particuliers et des professionnels. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thibaut, on va commencer ce flash crypto par un commentaire de l'actualité la plus récente. C'est la décision de la politique monétaire, la décision de la Réserve fédérale américaine de baisser de façon audacieuse, disent beaucoup, ces taux de 50 points de base. On a vu que dans la foulée, les cours de crypto et notamment les cours du Bitcoin ont repris des couleurs. Comment est-ce qu'on explique ça, Nathalie ? Alors là, on a typiquement un effet, effectivement, par rapport à la baisse des taux. C'est-à-dire que quand on a une baisse des taux, on va recomposer son portefeuille et effectivement, on va sur des actifs éventuellement plus volatiles. Donc à ce titre-là, le Bitcoin est représentatif. Mais en même temps, donc on a dans les analystes de crypto, en fait, on voit deux tendances. Il y en a qui disent, oui, à court terme, ça va être un peu volatile de toute façon. Donc là, il va remonter mécaniquement, je dirais, parce qu'il y a la baisse des taux. Mais en même temps, ça peut être une hausse qui va en fait durer dans le temps, puisque si on a éventuellement des problèmes dans le système, enfin au niveau des États-Unis éventuellement économique et aussi financier, à ce moment-là, le Bitcoin reprendrait son bâton de réserve de valeur, c'est de celui qui est hors système, puisqu'en fait la caractéristique du Bitcoin effectivement très marquée, et même encore plus marquée dans l'ensemble des crypto-monnaies, c'est d'être effectivement un élément anti-système. Donc on s'est beaucoup interrogé depuis l'existence du Bitcoin sur est-ce que c'est une nouvelle classe d'actifs, est-ce que c'en est pas un. Donc il a fait des allers-retours comme ça dans la littérature et dans les tests empiriques en analyse financière où à la suite on a dit que c'était un actif qui se comportait pas comme les autres, donc on le mettait dans son portefeuille pour diversifier. Ensuite en 2021-2022 quand il a plongé comme tous les autres, on s'est dit tiens il ressemble au techno et ça a duré aussi jusqu'à maintenant. Et ensuite, aujourd'hui, on a les deux écoles, c'est-à-dire ceux qui veulent que ça appartienne à la techno, qui sont sans doute plus des analystes financiers traditionnels, et ceux qui sont plus des believers du Bitcoin et qui disent non, il a une autre proposition de valeur, donc il ne se comportera pas à long terme de la même façon, et en est pour preuve le fait que les détenteurs de Bitcoin, dont les portefeuilles n'ont pas bougé, sont majoritaires sur le marché. Il a réagi comme le Nasdaq quand même à la baisse. Mais bien sûr, parce que comme je viens de le dire, c'est un indicateur, quand les taux baissent fortement, effectivement, des actifs qui sont considérés à risque sont toujours les premiers à bénéficier. Voilà. Thibaut, comment est-ce que vous expliquez, vous, que les cours du Bitcoin et des cryptos en règle générale aient bénéficié de cette baisse de taux ? Alors déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'au moment de l'annonce, dans l'écosystème, les gens que j'avais autour de moi, c'était assez partagé. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si pour les cryptos, c'était une bonne nouvelle ou pas, parce qu'on est aussi dans un contexte où pour l'instant, le retail est pas là. Il y a les institutionnels, effectivement, qui s'y intéressent de plus en plus, mais il y a toujours un petit peu un désintéressement du retail qui peine un petit peu à revenir. Donc on a eu un petit peu de mal à se projeter. Ça devait être une bonne nouvelle. On ne savait pas. Finalement, la semaine nous montre qu'a priori, ça a plutôt été dans le sens, même si on avait une accumulation d'autres indicateurs en fait qui allaient dans ce sens-là, notamment une accumulation de stablecoins sur les exchanges qui permettait d'avoir une réaction propice du marché à ce niveau-là. Mais effectivement, à long terme, est-ce que Bitcoin va continuer à se corréler ? Je suis pas sûr, et je pense qu'il va même falloir faire à un moment donné une distinction entre Bitcoin et les autres cryptos, puisqu'elles vont pas forcément se comporter de la même manière. D'accord, très clairement. Alors, vous dites distinction entre le Bitcoin et les autres cryptos, vous pensez quoi ? L'Ethereum notamment en particulier, ou l'ensemble de la société ? On va parler des ALT de manière générale. On a vu que donc l'Ethereum aux États-Unis est sorti sous sa forme comptant, ce qui permet d'être commercialisé auprès d'un public complètement énorme. Mais par la force des choses, on a vu qu'il avait suivi le chemin complètement inverse à l'ETF Bitcoin Spot. Pourquoi ? Du coup, est-ce que la décorrélation se fait déjà ? Est-ce que la distinction doit déjà se faire ?
Puis après, je pense qu'il a souffert de pas mal d'autres facteurs qui ont dans le timing, c'est-à-dire que on a eu un début d'année canon et en fait, il y a eu toute la narrative après l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot de dire le prochain c'est Ether, et donc il y a eu un espèce de buy de rumeur qui fait qu'il y a eu un gros engouement sur Bitcoin, sur Ether en début d'année et ensuite ça s'est un peu calmé quand le marché a baissé et puis durant l'été, en fait, au moment de l'approbation, on a aussi eu une pression vendeuse qui a été mise par Grayscale, par Jump Crypto, par Paradigm, et donc du coup même les flux entrants n'ont pas permis de compenser tout ça. Et en même temps, il y a un autre effet plus technique sur Ether, c'est-à-dire qu'il y a eu une mise à jour récemment qui fait que ce qu'on appelle les Layer 2 payent moins de frais aujourd'hui. Oui, c'était en avril, ça. C'est ça. Il y a eu qui payent moins de frais du coup à Ether, et en fait ça fait que du coup aujourd'hui on brûle moins d'Ether et on est dans une structure qui est plus déflationniste. Donc en fait l'accumulation de tous ces points fait que pour Ether ça a été assez compliqué. Ça a créé en même temps un effet où on a commencé à critiquer un peu la fondation, à critiquer un peu son fondateur. Il n'est pas assez focalisé sur le projet, etc. Et donc tout ça forcément dans un contexte où il y a un espèce de désintéressement du retail, forcément ça plaide pas en la faveur d'une appréciation du cours. C'est comme ça qu'on peut expliquer du coup que l'impact n'a pas été le même de ce lancement, de cette commercialisation des ETF spot. Nathalie, je reviens un peu sur cette question de politique monétaire, de baisse de taux. Donc on a eu également accès mercredi aux projections de la Réserve fédérale américaine, à ces fameux dot plots. Il y a encore beaucoup de baisses de taux qui sont attendues pour 2025. Est-ce que par la force des choses, tout ça, ça va bénéficier encore au Bitcoin? On reste toujours sur une dynamique extrêmement positive. Alors, en tout cas, pour cette composante, oui, c'est-à-dire que effectivement, pour la composante, en tout cas, baisse de taux, c'est-à-dire que quand on est dans une hausse de taux, en effet, ceux qui vont aller sur Bitcoin, étant donné que maintenant les actifs, je dirais plus traditionnels, ont à nouveau du rendement avec des taux positifs, du coup, on s'en désintéresse. Maintenant, et comme les taux baissent, on va en effet avoir sans doute un peu plus d'intérêt. Mais ça encore, ça dépend de qui détient le Bitcoin et quelles sont les décisions. On a bien vu avec les ETF Bitcoin, c'était la grande inconnue de l'année. C'était chouette que les entrées les flux entrants ont été très élevés, mais les flux sortants ont été aussi non négligeables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne connaissait pas du tout la façon dont les particuliers allaient se comporter à la vue des baisses et de la fluctuation du Bitcoin. Donc on a bien vu, et c'était une des préoccupation dès le départ pour analyser en fait le marché du Bitcoin, c'était de se dire mais quid du comportement de ces investisseurs particuliers dès lors où on va avoir un peu de rock'n'roll sur le marché. Et on a bien vu qu'effectivement, ils ont plutôt eu tendance à vendre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire. Je dirais que pour ceux qui sont vraiment très Bitcoin dans l'âme, ça va pas changer. Enfin, je pense que là, effectivement, une baisse des taux va encore accentuer leur détention parce qu'ils se disent que le système traditionnel monétaire se met à nouveau en danger d'avoir de la liquidité et de faire n'importe quoi. Donc, il vaut mieux se mettre à l'abri avec du Bitcoin. Donc, le Bitcoin va perdurer parce qu'il va montrer sa force par rapport au système existant. Et c'est vraiment une des tendances. Pour le reste, c'est un peu point d'interrogation parce que ça dépend en fait de comment les nouveaux entrants vont comprendre le marché du Bitcoin, vont aimer ou pas aimer, s'intéresser, pas s'intéresser. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si justement de plus en plus on parle d'évangélisation autour des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, il n'y a pas un risque que ce retail, le grand public, soit très sensible, et finalement c'est ce que montrent les consommateurs américains, très sensibles aux fluctuations. Est-ce que finalement par la force des choses, ça y est, le combat est un peu perdu pour le Bitcoin, malgré tout, de par le profil de ses détenteurs, il ne va pas devenir une valeur hyper volatile et considéré comme un actif à risque. Historiquement, la volatilité a aussi été un des facteurs qui attire c'est le retail. Donc je pense que on va encore avoir besoin de volatilité pour attirer encore du grand public. Après, effectivement, là, on entre dans un nouveau cycle qui va avoir ses propriétés qui sont propres. On n'a pas de track record sur ce qui va se passer. Vous parlez du cycle de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Non, un nouveau cycle sur Bitcoin, globalement, ou un potentiel nouveau cycle haussier qu'on attend depuis un petit moment. Mais ce qui est délicat, c'est que on va confronter aujourd'hui différents détenteurs. D'un côté, des détenteurs historiques, de l'autre côté, des institutionnels, de l'autre côté, du retail qui va certainement revenir. Et donc, ce mélange, comment il va prendre, comment il va se comporter, ça, pour le coup, on ne l'a pas encore vécu sur Bitcoin. Donc, on ne sait pas ce qui va advenir de tout ça.
Est-ce que derrière, Bitcoin, ça va ruisseler sur les altcoins comme ça a été le cas sur les précédents cycles? Peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, s'il y a de la liquidité qui vient que des ETF, elle va peut-être pas ruisseler. Donc il y a tous ces points d'interrogation qui font que le marché est un petit peu en attente et en interrogation. Ok, très clair. Donc pourtant, alors vous dites que le marché est en attente, en interrogation. Le marché, les cours évoluent sur pas loin des plus hauts historiques. Donc il y a quand même une tendance, un sentiment plutôt positif à l'endroit des crypto-monnaies actuellement. Oui, globalement, on n'est pas très loin, mais ça fait un moment qu'on bataille dans ce range-là, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de ventes. C'est-à-dire que les gros détenteurs, en fait, sont plutôt dans une phase d'accumulation. C'est-à-dire que là, cette année-là, elle aura été, si on dézoome jusque depuis janvier, elle a surtout été bénéfique à ce qu'on appelle les whales, donc les grands détenteurs de Bitcoin, qui eux ont profité de toute cette incertitude, de toutes ces petites fluctuations, pour continuer à accumuler du Bitcoin. Et eux, justement, sont plutôt dans une projection à moyen long terme, ce qui augmente aussi la rareté de Bitcoin. Donc à un moment donné, il y a quand même pas mal d'indicateurs qui pousse vers une appréciation à moyen terme, mais à court terme, c'est certain que de par la taille du marché, de par le manque de trackers, on est toujours soumis à des fluctuations assez importantes. Très clair. De toute façon, là, on est ici beaucoup pour essayer d'anticiper plutôt à moyen et long terme. Il y a un autre événement qui va être mis sur la table d'ici d'ici quelques mois, d'ici moins de 2 mois, c'est les élections présidentielles américaines. On a un des 2 candidats qui se fait le fer de lance de la sphère crypto-monnaie. Nathalie va nous en parler, mais il semblerait qu'il soit à droite, à gauche pour quémander un petit peu de l'intérêt de la part de la sphère crypto. Est-ce que vous pensez que Donald Trump, donc c'est à lui que je fais référence, Thibaut, est-ce que Donald Trump peut être ce catalyseur que le marché crypto attend pour justement élargir l'évangélisation crypto et rassurer une frange massive de la population américaine quant à l'utilisation des crypto-monnaies et du Bitcoin? Il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, de manière plus générale, je considère que vu comment ça s'est passé au niveau des élections et la place que les cryptos ont pris dans cette campagne, les cryptos, quoi qu'il arrive, ont déjà gagné, puisque il y a eu une marque d'intérêt telle qui font que les institutionnels s'y sont intéressés, que ceux qui avaient peut-être s'étaient arrêtés à des idées reçues, ont été forcés d'aller un petit peu plus loin. On a vu le camp de Kamala qui a changé un petit peu aussi sa position sur le sujet, alors que Biden était plutôt très hostile au sujet. Donc quoi qu'il arrive, les cryptos, je pense, sortiront gagnantes. Après, effectivement, Trump ou Harris, je pense que ça fera varier peut-être l'échelle de temps au niveau de l'adoption. Elle sera accélérée avec Trump. Peut-être que Trump va prendre plus rapidement des décisions. Mais encore une fois, ce qui est délicat et là où on a peu de visibilité, c'est que Trump est vraiment dans une démarche de séduction aussi. Donc à quel point derrière ça va se matérialiser par des actions concrètes, c'est quand même assez difficile à juger aujourd'hui. On le connaît un peu, on sait qu'il pourrait éventuellement essayer de revoir la réglementation, l'assouplir un petit peu, notamment c'est ce levier qui possède. À quel point il est réellement intéressé par le sujet. Enfin, on sait depuis un certain point qu'il a un projet de lancement de crypto, si j'ai bien compris. Oui. Il a une plateforme, il lance une plateforme de finance décentralisée qui s'appelle effectivement. Alors c'est, je vais vous dire ça, World Family. Non, Liberty Financial. World Liberty Financial. Et donc oui, en fait c'est Trump dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il a dit oui, je regrette mes propos que j'avais tenus sur le Bitcoin à l'époque, je ne connaissais rien, mais mon fils m'a tout expliqué, et effectivement, si mon fils s'y intéresse, c'est que c'est quelque chose de bien. Voilà, en fait, c'est ça son début d'histoire. Donc, en effet, pour ceux qui sont vraiment des croyants de la première heure du Bitcoin, ça doit un peu les désespérer, parce que bon, c'est pas comme ça qu'on arrive au Bitcoin en disant mon fils, il me l'a dit, c'est bien. Et donc, il a été beaucoup plus loin, puisque non seulement, effectivement, il s'est mis à détenir des cryptos, mais il a arrosé d'images les réseaux sociaux sur le fait qu'il a réalisé la première transaction. Il s'est acheté un burger avec du Bitcoin, et que voilà, on l'a aidé pour utiliser son QR code pour pouvoir payer, si je ne m'abuse. Et fort de ça, il a décidé de s'associer, donc de fonder une entreprise avec ses enfants et d'autres personnes qui évoluent dans le milieu et qui n'ont pas la meilleure des réputations d'ailleurs entre nous. C'est pour ça que c'est toujours très ambivalent. Vous dites, c'est pas possible, quoi. Il va pas faire ça. Si, il le fait. Donc c'est une plateforme pour le moment qui est dite de finance décentralisée. Alors il prend cet argument pour aller dans le sens des opprimés comme d'habitude. C'est-à-dire que là, il joue sa carte. Je suis
suis un anti-système. Donc comme je suis un anti-système, effectivement, je suis plutôt pro-Bitcoin, puisque le Bitcoin est effectivement par essence anti-système. Et je vais sur la finance décentralisée parce que c'est un moyen de vous libérer des banques. Ces banques qui vous oppressent, qui ne vous permettent pas d'avoir un prêt, qui vous assassinent de taux d'intérêt et de frais bancaires. Voilà, je vais vous libérer à travers ce nouveau token. Donc, par la force des choses, en fait, c'est toutes les institutions de réglementation qui sont dans l'œil de viseur de Trump, en fait, en réalité. Je ne vous rappelle pas son discours sur la Fed où il a dit, je pourrais faire aussi bien que Jay Powell, parce que, franchement, moi, mes intuitions, en fait, il a toujours fait ce que je pensais qu'il fallait faire. Donc, en fait, il est dans la décrédibilisation continue des institutions. C'est dommage, parce que... Autant Bitcoin est effectivement un anti-système, mais il n'est pas là pour aller décrédibiliser de façon ridicule. Voilà, il existe là pour rendre des services. Et là, effectivement, mais on voit bien que c'est vraiment sa marque de fabrique et il vient attaquer l'anti-système en disant, voilà, je vais vous libérer avec cette finance décentralisée. Pour le moment, c'est un token de gouvernance. Donc en fait, on est bien loin. C'est quoi un token de gouvernance? En fait, on aura des droits de vote sur son World Financial Liberty, mais il n'y a pas de. Alors, ce serait éventuellement lié. Il parle de stablecoin, il parle d'émettre sur la plateforme Aave pour pouvoir faire effectivement les emprunts et les prêts dont il parle. Mais pour le moment, les tokens qu'il émettrait, ce seraient des tokens uniquement de gouvernance. Donc dire comment en fait ce token pourrait, ce système. Financer sa campagne en fait en réalité. J'irai pas jusque là parce que je connais pas. Ils n'ont pas révélé beaucoup de détails. Enfin, je sais pas si c'est très flou. Mais oui, naturellement, il y a quand même une nature opportuniste de dire. On sait que dans le vivier d'électeurs de cette année-là, il y a une grande partie, notamment de jeunes, qui ont a priori une appétence plutôt. Ça, on le sait depuis longtemps. Il y avait des études qui étaient sorties déjà fin 2023 qui disaient qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient enclins à voter pour un candidat qui aurait une approche plutôt pro-crypto. Donc voilà, il a saisi le sujet. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est est-ce que s'il le saisit par opportuniste et qu'après, il s'y intéresse réellement et qu'il fait des bonnes choses, moi, pourquoi pas, ça me dérange pas. Après, effectivement, il a des déclarations qui vont parfois un petit peu dans tous les sens, donc il faut doser et trouver le bon curseur. Mais voilà, mais j'ose espérer qu'aussi autour de lui, après, il y a des gens qui sont suffisamment compétents pour remettre un petit peu le. C'est pas certain. C'est pas certain, mais voilà. Pas certain. Mais en fait, il avait un petit peu déçu. Je me rappelle, c'était fin août quand normalement il devait annoncer ces quelques mesures pour. Et en fait, il y a eu quelques rendez-vous clés où il n'a pas évoqué quand il a fait le fameux space avec Elon Musk. Il a rien dit. Le sujet crypto n'a pas été évoqué dans le débat avec Kamala Harris. Ça n'a pas été évoqué non plus. Donc c'est pour ça qu'après, à quel point toutes ces actions vont se matérialiser par du concret, pour l'instant, c'est difficile. En tout cas, le rendez-vous fin août où il devait dire 3 mots sur un plan crypto, il a rien dit. Il n'a pas eu lieu, en fait. Il n'a pas eu lieu. Non, effectivement. Donc ça s'approche, ça se comprend plutôt comme une approche très clairement opportuniste pour le moment. Reste à voir. Comment est-ce que ça va. Dans quelle mesure ça peut le gonfler, ça peut gonfler les intérêts de vote en sa faveur. Vous nous disiez que s'il se montrait opportuniste de cette façon, c'est que beaucoup de jeunes électeurs s'intéressent à la crypto. Il y a un sondage en France, une statistique qui est tombée récemment qui dit que 18% des Français détiennent des crypto-monnaies. Est-ce que dans ces 18%, il y a 95% de jeunes, vous qui êtes au contact direct des consommateurs? Il y a plusieurs études. Il y en a une en début d'année qui annonçait un petit peu moins, qui annonçait je crois 12-13, tout ça. Donc globalement, on est dans cette sphère-là. Et la tendance est positive, la dynamique est positive. La dynamique, elle est positive. Alors naturellement, ça croît plus ou moins rapidement en fonction des cycles du marché. Quand on a des marchés haussiers, ça croît plus vite, et quand on a des années comme celle-ci, ça croît un petit peu moins vite. Mais normalement, la tendance, elle est croissante. C'est assez diversifié. Naturellement, de plus en plus, on a une adoption qui vient de la jeune génération pour des raisons très simples. C'est que pour cette jeune génération qui a pas encore toutes les bases de la finance traditionnelle, c'est plus simple pour elle de se construire en construisant en fait une compréhension des deux mondes, là où des acteurs on va dire plus seniors qui ont construit tout un modèle économique implique de déconstruire déjà ce modèle-là pour pouvoir bien appréhender le sujet crypto. Le schéma intellectuel, le cheminement intellectuel est plus exactement. Et puis voilà, on a aussi peut-être plus de curiosité aussi quand on est jeune, et la crypto avec
utilisent des codes aussi qui sont peut-être plus proches de cette génération, de cette génération-là. Donc tout ça forcément fait qu'on a plus d'adoption auprès de la jeune génération. Et vous, Nathalie, dans vos cours, vous impliquez, vous mettez de plus en plus de notions crypto dans vos cours, ou vous voyez le changement depuis 10 ans En tout cas, moi, comme je m'y intéresse, clairement, les élèves qui m'ont eu en cours ont été exposés assez tôt au sujet, puisque j'en ai parlé vraiment dans les cours à partir de 2015-2016. Donc, ce qui est... Oui, c'est ça, oui. Vous êtes très gentil. Et donc, effectivement, j'ai toujours essayé de voir un peu comment ils prenaient le sujet. Bon, ce qui est drôle, c'est en effet, il y a eu un engouement vraiment très, très, très fort entre 2019 et 2021. Là, c'était effectivement, tout le monde voulait savoir ce que c'était. Et il y avait beaucoup de questionnements et les élèves étaient intéressés par le sujet. Aujourd'hui, il intéresse toujours, mais on voit qu'ils sont plus en retrait. C'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient voir ce que c'est, mais ils ont du mal, ils se demandent toujours s'il faut y aller ou pas. Okay. Le sujet intéresse toujours, mais en effet, par rapport à la période autour du Covid, où là, vraiment, c'était un peu la frénésie, là, on voit des étudiants qui sont plus en réflexion et qui ne savent pas s'ils vont y aller tout de suite ou plus tard. Et l'impact de Mika sur leur décision est Mika, ils ont plutôt un avis. Alors, effectivement, dans la part, quand j'ai des étudiants français, ils sont effectivement très français, ils trouvent ça très bien, qu'il y ait une réglementation mais j'ai la même chose chez les Chinois, justement, quand j'ai des proportions importantes d'élèves chinois dans mes cours et que je donne toujours un papier d'analyse pour donner son point de vue. Et ça ne manque pas. L'étudiant chinois, l'étudiant français va essayer de me démontrer en quoi, en fait, la réglementation sera un facteur d'adoption favorable pour les crypto-monnaies. Donc c'est très drôle, le positionnement intellectuel, en fait. Effectivement, c'est drôle. Du coup, Thibaut, vous, la réglementation, l'excès peut-être de réglementation à l'endroit des cryptos, ça vous a été favorable? Oui et non. C'est-à-dire que non, la réglementation, quoi qu'il arrive, est nécessaire et c'est le sens logique de l'histoire. Non, mais c'est une réalité de toute manière pour encadrer cet écosystème, pour nous permettre de nous développer. On a besoin de cette visibilité, de savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Exactement. Donc ça, c'est une réalité. Après, forcément, il y a évidemment un décalage, notamment sur l'échelle de temps, entre celle du régulateur et la nôtre, sur un écosystème qui évolue très 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 rapidement, où on a une dimension très internationale tout de suite, c'est-à-dire que nous on est français, on travaille essentiellement sur le marché français, mais on a aussi une dimension tech où on travaille de manière internationale, et certains autres pays, et notamment les États-Unis, même si la SEC n'a pas forcément été toujours très favorable, permettent beaucoup plus facilement l'innovation, en fait. Et donc là, du coup, ça devient compliqué. On a mis beaucoup de barrières aux acteurs français, sans limiter en fait les acteurs étrangers qui venaient aussi jouer sur le territoire français. Donc ça a été plutôt compliqué. C'est normal, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ça a été compliqué, puisqu'en fait, en respectant les règles du jeu, des fois, il y avait une espèce de frustration qui se mettait en place, parce qu'on disait, ok, nous, par exemple, on n'a pas le droit de faire de communication ou de choses comme ça, et en fait on a là l'autre acteur à côté qui peut balancer des millions en communication, et nous on n'a pas le droit de distribuer ce produit, mais lui il s'en fiche d'avoir le droit ou pas, il le fait, et même s'il prend une amende, ça va prendre du temps, et le temps où il va exercer pendant cette période là, c'est des clients qui sont partis chez lui, quoi. Exactement. Okay. Donc il y a toujours ce double équilibre qui est assez compliqué. Et si on dézoome un peu la réglementation, enfin si on fait un peu de projection, la réglementation, comment est-ce que vous la voyez évoluer? Mika 2, on parle de Mika 2 de plus en plus, du coup. Ouais, c'est quoi? C'est une contrainte supplémentaire, en fait, finalement? Alors c'est à la fois nécessaire et à la fois il y a beaucoup de contraintes, notamment en termes de coûts. La mise en conformité est extrêmement exigeante en termes de coûts. Alors pour des structures comme la nôtre où on a déjà de l'ancienneté, on a les moyens, ça va aller. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on a un peu plus de 100 PSAN qui sont enregistrés. Il n'y en a pas la moitié qui aura les épaules pour aller à l'étape d'après. Hein. Donc c'est aussi le marché qui est en train de se structurer. Les barrières sont de plus en plus exigeantes. Donc ça c'est aussi tant mieux, ça va dans le sens du consommateur. Ça c'est aussi assez logique, et ceux qui ont pris les risques au début sont aussi récompensés de cette prise de risque. Mais forcément, ça bride aussi peut-être un petit peu l'innovation, et peut-être que des jeunes générations, des gens qui ont moins de moyens, qui ont des bonnes idées, vont peut-être un peu être freinés dans le déploiement, et ça va peut-être limiter la concurrence et moins challenger les acteurs en place. Donc ça c'est un petit peu dommageable. L'innovation, comment elle se matérialise, comment elle se concrétise, l'innovation sur les cryptos actuellement, Nathalie? Sur des sujets tech, non, je pense qu'il y a même des produits de savoir. De toute façon, ils viennent répondre à des problèmes. C'est en perpétuelle évolution. Puisqu'on sait,
je pense qu'il y a des solutions entre l'interopérabilité, vitesse de transaction. Enfin, il y a plein de sujets qui sont à résoudre dans la crypto, et c'est justement ce qui est problématique avec une réglementation aussi, je dirais, rigide que celle de MiCA. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient sabrer en fait et ralentir le rythme des innovations, parce que les innovateurs peuvent pas être en conformité. Donc à la fois quand ils sont à l'extérieur, on se dit que peut-être ils seront quand même là, mais quand même la grosse question, c'est il faudra bien qu'un jour ils re-rentrent dans le système, donc ils se feront racheter. Ouais, donc c'est ça en fait le problème de la réglementation, c'est que en fait elle change la donne du marché, comme il a été très bien expliqué. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des acteurs qui vont continuer à se développer, il y en a qui vont pas y arriver, ils vont se faire racheter par d'autres qui sont peut-être des institutionnels qui ont envie de rentrer. Donc ils vont acheter des acteurs déjà PSAN parce que ça les arrange, et du coup ça change complètement la dynamique initiale du marché. Alors c'est hyper intéressant ce que vous dites, Nathalie. Du coup, par la force des choses, vous, c'est une probabilité que vous anticipez de vous faire acheter par un... C'est pas du tout un sujet à l'heure actuelle. C'est même pas un sujet. D'accord. On n'a pas de doute sur la capacité à y aller. Ça va le faire. Mais voilà, mais typiquement... MiCA, ça arrive dans 3 mois, hein, c'est à partir de janvier. Il y a encore des sujets sur lesquels aujourd'hui on n'a pas de réponse. Lesquels, par exemple? Sur différents sujets techniques, mais où aujourd'hui en fait le régulateur commence en fait au fur et à mesure que les dossiers arrivent, se rend compte que dire ah oui, ok, ça on n'avait pas prévu, on voulait le faire comme ça, mais en fait il y a des choses où ils veulent mettre en place certaines choses, et techniquement par rapport à la structure de l'écosystème, ça ne peut pas être mis en place de cette manière-là. Okay. Les outils n'existent pas aujourd'hui. Ils n'ont pas suffisamment impliqué les acteurs des cryptos dans leur réflexion. Ils l'ont fait, mais après forcément, on peut pas demander non plus au régulateur d'être hyper à jour sur l'ensemble des sujets. C'est un sujet qui est hyper vaste. Et comme vous dites, ça évolue au jour le jour. Et puis, voilà, pour les avoir rencontrés, ils ont aussi des moyens qui sont très très limités, humains et financiers. Il y a aussi du turnover, c'est-à-dire que quand il y en a qui commencent parfois à bien sur le sujet, à un moment donné, ils vont sortir ou ils vont être migrés sur un autre plan d'activité. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça met de la longueur sur les dossiers. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Mais c'est surtout ça où on essaye parfois de mettre des ronds dans des carrés, et forcément du coup ça marche pas. Et là où on se tire un petit peu une balle dans le pied en France et en Europe, c'est que on a du mal à conceptualiser le fait que si ça se développe pas ici, c'est pas pour ça que ça va pas se développer ailleurs. Alors justement, mais c'est toute la particularité. C'est il y a une stat qui est tombée là, qui est très intéressante, qui dit que pour la 2e année consécutive, le Bitcoin, enfin en tout cas les cryptos, ont trouvé un terrain archi favorable en Asie, alors notamment en Inde, en Indonésie et en Afrique, au Nigeria. Pourtant, ce sont des pays qui sont pas avares de réglementation à leur égard, à l'endroit des cryptos. Du coup, par la force des choses, il y a quand même de la place en réalité. Pourquoi eux y arrivent et pas les acteurs? Ça, c'est pas une nouveauté. D'ailleurs, c'est plus... 2 ans, ouais, effectivement. Ça fait 2 ans de suite, ouais. Ouais, même un peu plus. En réalité, il y a 2 manières de voir l'adoption. Si on la regarde par les volumes, effectivement, ça se passe un petit peu plus dans les pays occidentaux, où c'est vrai que nous, de prime abord, l'usage, il est plutôt spéculatif aujourd'hui dans les pays occidentaux. Par contre, en fait, si on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans les pays émergents ou les pays plus défavorisés ou débancarisés, là, il y a une adoption avec des sujets qui sont super différents. Et en plus, on a eu des exemples très concrets récemment, pas très loin d'ici, en Ukraine, on a vu un gros pic d'adoption en Ukraine pour des gens qui en fait utilisaient les cryptos pour fuir la guerre et pour transporter leurs valeurs, parce que c'était trop compliqué à faire avec la monnaie locale. Elle était dévaluée s'ils arrivaient en France, alors que s'ils sortent avec un bitcoin, qu'ils arrivent en France, aux États-Unis, au Japon, au Brésil, ils peuvent l'échanger de la même manière et très facilement. Il y a le camp adverse qui a décidé de se lancer aussi pour contourner les sanctions occidentales. Et ça amène beaucoup d'autres. Quand on parle d'inclusion financière, c'est des sujets sur lesquels ça nous parle peu en fait quand on le regarde sous un angle franco-français, parce qu'on n'est pas concerné. Mais en fait, il y a beaucoup de zones dans le monde qui sont non bancarisées et pour qui toutes ces solutions peuvent littéralement changer la donne. Donc c'est pas surprenant de voir des applications et de l'adoption dans ces pays-là, et elle n'est pas forcément spéculative. Et ça, on a aussi du mal à l'imprimer. Et nous, on a l'impression que j'ai encore vu, je crois que c'était le président de Ronex qui faisait une déclaration là récemment en disant que Bitcoin c'était uniquement à vocation spéculative. Pas partout. En fait, ils n'ont toujours pas compris qu'en fait la vraie force de Bitcoin, c'est justement d'être un îlot de stabilité quand vous êtes dans un pays qui est pas du tout stable. Et l'Ukraine est un excellent exemple. L'Argentine en est un. Et eux, après, ils ont donné lieu au stablecoin tellement ils ont besoin en fait. Ah non, mais l'Argentine, c'est vraiment parce que ils combattent.
parce que le peso est une catastrophe et que ça va faire maintenant 30 ans qu'ils sont dans un système catastrophique. C'est plutôt du haut où c'est oui, le gouvernement alors qui que l'a l'Argentine, ça vient du bas. L'Argentine, c'est très pragmatique. Ouais. Et alors, je vous écoute depuis le début. On a commencé par dire, oui, effectivement, j'ai l'impression que l'environnement crypto, et notamment autour du Bitcoin, est un peu schizophrène, un peu bipolaire. D'un côté, on a l'impression que c'est spéculatif, de l'autre, on a l'impression que ça ne l'est pas. On dit valeur refuge, on dit valeur tech. Par la force des choses, là, vous nous dites que ça peut correspondre aux pays où la majorité de la population est non bancarisée. Vous nous dites que chez nous, c'est spéculatif. Où on en est, en fait, est-ce qu'on peut définir le Bitcoin ? Bitcoin, c'est un peu un actif ovni et on tient à tout prix à le mettre dans une case. Sauf qu'il n'y a aucune case aujourd'hui. Il y a aucune case où il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça, exactement. Il coche plein de cases. Il y en a d'autres qui cochent pas et on essaie absolument de le raccorder à quelque chose. Ce qui est d'autant plus difficile à faire parce que mine de rien, on a un track record qui est quand même assez court. Donc c'est super difficile à évaluer. Donc c'est ça qui crée un petit peu toute cette confusion. Oui, c'est ça, parce que moi, là, en construisant cette émission et tout, je me disais, j'aimerais bien quand même répondre à cette question parce que j'y arrive pas. Du coup, du coup, Nathalie va évidemment m'aider, Thibaut, avec son expérience, son métier et tout, évidemment, là, je ressors encore plus perdu, j'exagère. Mais en tout cas, je comprends très clairement que vous, professionnels de la crypto, vous ne savez pas, que c'est très difficile de vous positionner sur un marché parce que par la force des choses, ce marché est mouvant et non défini. Moi, je pense quand même que sa vraie valeur, ça reste quelque chose d'anti-système, donc il restera toujours à cause de la corruption des systèmes politiques qui existent. C'est-à-dire que ça ne change pas. Dans 80% du monde, sinon sur les 20% restants, les pays occidentaux, les pays démocratiques, à force des choses, c'est peut-être en train de devenir un actif. Oui, mais c'est ce qui explique le fait qu'il ne s'en ira pas. Comme il a cette qualité de base, il ne va pas s'en aller. Ah oui, c'est ça. Parce que ça, c'est sa valeur. Parce que ça peut être aussi une vraie question, en fait. Est-ce que c'est pas un épiphénomène, finalement, le phénomène crypto? Je pense pas. Alors, si on parle crypto, il y a plein de cryptos qui sont des épiphénomènes. Oui, bien sûr. Non, mais mais si on parle... J'ai parlé des deux principaux, Bitcoin et Ethereum. Si on parle de Bitcoin, du Bitcoin, même que Bitcoin. Il a déjà prouvé par le passé sa réaction à des crises plus ou moins complexes, avec aussi beaucoup de détracteurs, et avec pourtant un petit track record et une petite taille, quoi. Et il s'en est bien sorti. Donc moi, j'ai forcément beaucoup de convictions. Je travaille dessus depuis un certain temps, mais aujourd'hui, j'ai vraiment énormément de confiance en la capacité de Bitcoin à transporter de la valeur dans le temps par rapport à d'autres actifs. Et qui plus est dans le monde dans lequel on évolue, où globalement il y a des instabilités géopolitiques qui sont en train de naître un petit peu partout. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un raisonnement qui va au-delà de la partie financière, mais qui est plus sociétal. Quand on regarde le fonctionnement de Bitcoin, c'est un petit peu la suite logique de la société numérique dématérialisée sans frontières qu'on construit depuis des années, en fait. Donc pour moi, c'est pas surprenant de voir un actif comme Bitcoin en fait gagner de plus en plus de popularité. Ouais, alors après, effectivement, on pourrait vous dire que le monde se régionalise beaucoup, que cette notion de mondialisation, elle est maintenant à mettre dans les cartons. Voilà, oui, bien sûr. Et puis après, qui dit que les BRICS ne vont pas se mettre à créer leur crypto? Non, ça va aller entre l'Inde et la Chine. Je pense que là, on est c'est déjà la question ne se pose déjà plus. Ouais, d'accord. Donc effectivement, ok. Puis moi, j'y crois pas aux monnaies créées. Les monnaies créées, ça n'existe pas. On n'impose pas des monnaies. Les grandes banques centrales, il y a une planche dessus. Oui, mais c'est parce que je pense que c'est justement c'est un signe assez salutaire. Moi, je trouve que la technologie a vraiment introduit une rupture sur une activité qu'on pensait être en fait le précaré des États, qui était effectivement cette capacité d'avoir cette monnaie de base. En fait, Bitcoin est venu en fait bouleverser cet équilibre, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on peut faire sans, c'est-à-dire qu'on peut avoir un système qui n'a pas besoin d'une hiérarchie pour pouvoir fonctionner et transmettre de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas anticipé. C'est technologique, c'est-à-dire que c'est un fait technologique. Et donc, ça ouvre des perspectives. Et les perspectives ne vont pas se refermer. Les États l'ont compris, et c'est pour ça qu'elles se disent « Ah mince, comment je peux faire? Est-ce que je peux trouver une solution à ça ?» Bon, les États-Unis, vous avez vu, pour le moment, ils ont dit « Oui, bon, d'accord, on verra ça pour demain. » Ça les désintéresse au plus haut point. Évidemment, des États comme la Chine, qui sont hyper centralisés, se disent « Non, mais ça va quand même, on va quand même pas venir me contester sur mon marché. » Donc, eux, ils réagissent de façon autoritaire. Mais voilà, quoi. La BCE aussi, qui est bien avancé dans son projet de crypto. Oui, mais enfin, on n'en sait rien. Oui, ils ont fait un petit... Les dernières nouvelles, on n'en sait rien, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il faut une phase de test. Mais honnêtement, la Banque de Suède
Fed, qui a commencé quand même en 2017, est toujours à sa phase numéro 4 et se demande toujours si elle va le lancer. Ça n'a toujours pas été entériné. Donc bon, si elle en est à ce point-là, et elle, pourtant, elle avait de l'avance parce que effectivement, sa monnaie, la monnaie banque centrale était vraiment extrêmement peu utilisée. Donc elle se disait, pourquoi je continue à faire ça si c'est plus utilisé? Et on voit bien que ça pose plein de problèmes existentiels de relations avec les banques qui sont pas faciles à résoudre. Vos contacts avec les banques sont comment? Nous, ça va. Ouais, ça va bien. Non, mais ce que je constate sur le terrain, c'est que globalement, toutes les banques s'intéressent au sujet. On trouve aujourd'hui dans toutes les banques des gens qui sont réellement compétents et qui comprennent le sujet. Il y a gros recrutement dans les banques de même pas forcément de recrutement. Des fois, j'avais été vraiment surpris des gens qui sont en place depuis un moment, mais qui le disent pas forcément publiquement en fait, mais qui quand on a une discussion à côté, sont plutôt très à jour sur le sujet. Après, de là à prendre des actions concrètes, c'est plus compliqué en tout cas. Après, on voit des choses en Allemagne. Là, il y a des choses qui sont en train de se faire. En Espagne aussi. Donc, c'est vraiment en Allemagne en France, où on a un petit peu plus de mal à passer le pas, même si toutes les banques aujourd'hui, si on regarde, le Crédit Agricole à Cassis qui est PSAN, le Crédit Mutuel à Arkea qui est aussi... Ils ont profité quand même, ils ne veulent pas passer à côté de la franche qu'il est. Alors après, de là à dire qu'ils font beaucoup de choses concrètes, pas encore, mais en tout cas, ils sont allés chercher la licence. En tout cas, ils sont allés chercher la licence, mais ils attendent peut-être d'y voir plus clair autour de la réglementation. Tout à fait. Et puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour eux... avoir de la crypto ou ne pas en avoir, le risque ratio réputation, etc., il est pas encore trop en la faveur de Bitcoin. Donc eux, ils sont plutôt dans une optique de dire c'est pas à nous d'aller innover sur ce terrain-là, c'est plutôt à vous, et nous, on ira acheter les boîtes qui se comportent bien quand c'est comme ça. On a le poids pour pouvoir le faire. Donc c'est plutôt à d'autres acteurs d'aller prendre le pas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit toutes les néobanques, toutes les plateformes d'investissement, que ce soit Trade Republic, Shares, etc., qui se sont naturellement mis à la crypto très vite, Revolut également, N26, etc., parce que pour eux, c'est beaucoup plus logique et ils ont une ADN d'innovation qui est un petit peu plus présente. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nathalie Janson, vous êtes professeure associée d'économie à Neoma Business School, spécialiste des questions monétaires et de la crypto. Thibaut Boutreau, vous êtes CEO, cofondateur de Meria. Meria, donc si j'ai bien compris, c'est une plateforme crypto et une société de gestion. Pas fort des choses. Une société de gestion, on peut pas le dire comme ça, mais presque. Presque, on va dire. Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Et écoutez, nous on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau tour de l'actualité des crypto-monnaies. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente journée sur Téléfinance. Au revoir.